Bienvenue à ces rencontres des Gobelins du 9 mars. Vous le savez, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle saison des rencontres des Gobelins, mars-mai 2021, ou le printemps des Gobelins en fait. Une saison qui débute par une invitation à passer à table et à découvrir certains des trésors des collections de la manufacture de Sèvres. Anaïs Boucher, qui est avec nous aujourd'hui, nous fait la gentillesse et l'honneur d'être là pour cette conférence. Anaïs Boucher, vous êtes conservatrice du patrimoine depuis 2008. À la suite de vos stages, on l'évoquait tout à l'heure très brièvement entre nous, au Louvre puis au musée archéologique de Thessalonique, vous rejoignez le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, vous êtes en charge des collections antiques et des faïences des XVIIe et XVIIIe siècles au musée national de céramique à Sèvres, que vous avez intégré il y a, je crois, un peu plus de 3 ans. Soucieuse d'apporter une approche donc anthropologique aux arts décoratifs, en raison de votre formation d'archéologue, vous avez réfléchi, vous avez proposé à la co-commissaire de l'exposition dont on va parler, Viviane Mesqui, qui elle-même est conservatrice en charge des porcelaines françaises et européennes du XVIIIe siècle, une exposition qui est en fait une invitation à découvrir, à explorer le désormais fameux repas gastronomique des Français, de ses origines à nos jours, en vous appuyant évidemment sur les objets liés aux arts de la table. C'est une exposition qui s'inscrit également dans les manifestations du 10e anniversaire de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, et également d'autres festivités. Je crois que c'est les 280e anniversaire de la création de la manufacture de Sèvres, lieu de patrimoine et, m'a-t-on dit, de création. Enfin, je le sais. Grâce aux magnifiques et souvent surprenants objets des collections du Musée national de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché de Limoges, où l'exposition sera en 2022, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure, sera également présentée. Vous nous proposez donc un voyage de l'Antiquité à nos jours, une découverte de la culture de la table. Il n'y a donc pas d'heure pour passer à table. D'une manufacture à l'autre, de Sèvres au Gobelin, nous sommes heureux de vous donner la parole pour découvrir une exposition dont nous espérons qu'elle sera rapidement accessible à chacun d'entre nous. Anaïs Boucher, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Saner. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous proposer une petite conférence sur les défis qu'a consisté cette exposition, c'est-à-dire évoquer le repas gastronomique, l'histoire du repas gastronomique des Français, à travers la présentation finalement d'art de la table, principalement. Donc, je vais me concentrer sur ces aspects, je dirais, scénographiques, les astuces qu'on a pu trouver parfois pour donner un petit peu les odeurs, les senteurs qui ne s'échappent pas des assiettes qui sont généralement vides dans nos musées. Alors, l'origine du projet, tout d'abord, je pense qu'on n'aurait pas fait cette exposition si on n'avait pas été partenaire en fait, de l'exposition À table, le repas français se raconte, qui a eu lieu donc, en 2019 à Montréal, à la Cité d'Histoire et d'Archéologie à Pointe-à-Calière. Donc on avait prêté avec le musée Adrien Dubouché énormément d'objets et ça nous a fait réfléchir finalement à nos propres projets d'exposition, puisqu'effectivement au Musée national de céramique, au Musée national de la porcelaine, nos collections comportent énormément de ce qu'on pourrait appeler vulgairement de la vaisselle, donc des assiettes, des tasses, des soucoupes, des plats, des couverts, des manches de couverts en porcelaine en tout cas, ou en faïence. Nombreux objets dédiés aux arts de la table, mais souvent ces objets sont exposés par forme, en fonction du décor, de la technique. Il s'agit de la faïence fine, de la porcelaine tendre, porcelaine dure, sans revenir en fait sur leur usage. Donc il y a souvent une décontextualisation finalement de ces objets. Et c'est vrai que la sollicitation en fait, du musée de Pointe-à-Calière nous a obligés à les brasser finalement dans nos collections, dans des objets qui n'étaient pas forcément exposés,
proposé d'ailleurs des objets qui étaient en réserve. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui nous titillait, ma collègue Viviane Lesky et moi-même, vraiment de réexpliquer les fonctions de ces objets, savoir ce qu'est une glacière, par exemple, quelle est la différence entre une terrine ou un pot à oil. Je pense que pour le commun des mortels, c'est un peu, ça reste voilà, des mots un petit peu abscons, du jargon de conservateurs. Et par ailleurs, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Sanard, en 2020, donc, on avait finalement 2 anniversaires qui pouvaient être célébrés. Alors, tout d'abord à Sèvres, effectivement, on célébrait les 280 ans de la manufacture. La manufacture de Vincennes, en fait, a été créée en 1750, puis elle déménage à Sèvres en 1756 et dès l'origine dans les productions, les services font partie, je dirais quantitativement, c'est la production la plus importante de la manufacture et c'est ce qui participe véritablement du rayonnement de cette manufacture par le biais de cadeaux diplomatiques, mais également parce que ce sont les cours, les princes qui vont acquérir ce type d'objets. Et elle reste, dans cette manufacture de Sèvres, bien sûr, très importante pour l'État français et pour le rayonnement, je dirais, de la diplomatie française. Puisque dans la plupart des ambassades de France, c'est dans des services en porcelaine de Sèvres que l'on dîne toujours encore aujourd'hui. Le 16 novembre 2020, c'était les 10 ans aussi, effectivement, de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, l'exposition aurait dû ouvrir le 18 novembre, en l'honneur de cet anniversaire, donc pour célébrer cette pratique conviviale, commune à l'ensemble des Français, festive, rituelle, ce goût du bien manger et l'art de dresser de belles tables. Et on avait effectivement envie de raconter cette histoire, en fait, parce qu'on part d'une pratique élitiste, on va raconter des dîners qui sont ceux de l'aristocratie, de la noblesse, mais une pratique qui se diffuse finalement dans l'ensemble de la société française, au point de constituer finalement une sorte d'idéal sociétal à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, et pour devenir finalement un marqueur culturel très très fort de notre pays, que ce soit aux yeux même des habitants, mais également vis-à-vis des étrangers. La France, c'est le symbole de la bonne chair. Donc voilà, notre but dans cette exposition, c'est de raconter comment, à partir finalement surtout de nos collections, c'était vraiment notre fil conducteur, des arts de la table, on allait raconter cette histoire du repas gastronomique des Français. Mais effectivement, la fête était prévue pour 2020, mais nous aussi, nous avons dû fermer notre restaurant, finalement, pour finalement de longs mois. On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, donc merci de nous donner l'occasion de vous dévoiler finalement un petit peu les coulisses de ce qui se cache actuellement à Sèvres, puisque l'exposition est tout à fait montée et prête à accueillir les visiteurs. Donc l'idée, ce que vous voyez d'ailleurs sur l'affiche, c'était d'offrir aux visiteurs un moment de convivialité avec une sorte de repas anachronique, joyeux et convivial. Alors je dis anachronique parce qu'en réalité, en fait, toutes les époques sont représentées. C'est une sorte de banquet des siècles, à travers les siècles, qui est proposé. Il y a un petit teaser qu'on a d'ailleurs réalisé pour le lancement de l'exposition, donc que vous pourrez voir, où on met en scène en fait ces objets de nos collections. Là, on a pu mettre quelques asperges ou un artichaut dans l'exposition réelle. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais voilà. Pour vous expliquer comment, finalement, par le biais des arts de la table, on a essayé de tisser en fait, cette histoire du repas gastronomique en France. Parce que c'était vraiment tout le défi. C'est-à-dire que quand on devait à la fois parler effectivement de l'histoire de la gastronomie, mais c'est éphémère, un plat, une saveur, un mets, une odeur. Ce qui reste, effectivement, ce sont les artefacts, c'est ce qui est
terriblement matériel, donc les arts de la table pouvaient être un bon support. Pour autant, parfois, il manque un peu de chair. Donc il fallait en apporter, il ne fallait pas que les assiettes restent totalement vides. En introduction, on avait fait cette petite mise en bouche avec justement une farandole d'assiettes, parce que pour autant, l'assiette, c'est véritablement le symbole de la table qui est dressée. Et les arts de la table, surtout à notre époque, se résument très souvent aussi, les gens pensent vraiment à l'assiette. Et puis c'est le symbole aussi des productions de la manufacture de cèdre. Donc c'est une petite mise en bouche, entre guillemets, qu'on avait pensé en introduction. Principalement, en plus des objets, là que vous voyez, sont que des objets produits par la manufacture ou des collections du Musée national de céramique. Nous avons voulu effectivement nous inscrire finalement dans un projet où on allait mettre en valeur nos collections. Donc il y a plus de 450 objets des collections du Musée national de céramique qui sont présentés sur les un peu plus de 700 que comporte l'exposition sur 900 mètres carrés. Évidemment, nous ne pouvions pas présenter que des céramiques, aussi, je dirais, fantastiques soient-elles, comme cette avalanche de terrines rocailles du XVIIIe siècle, mais il fallait qu'on s'appuie aussi sur d'autres collections consacrées aux arts de la table. Donc on s'est tourné vers de grandes maisons, comme la cristallerie Saint-Louis, par exemple. Donc ici, vous voyez des verres art déco de la collection Tommy des années 30, autour d'un surtout lumineux produit à la manufacture de Sèvres. Donc c'est un objet en porcelaine, mais qui est électrifié. Et on s'est également tourné vers la maison Christophe, qui ont été de grands partenaires pour nous prêter des objets, ou vers des institutions, par exemple comme le patrimoine d'Air France. Donc là, vous voyez par exemple le service à bord dans les années 40, en première classe, des assiettes de la manufacture Piluy, orfèvrerie Christophe, le verre Baccarat, voilà le grand luxe, n'est-ce pas, avec un menu aussi adéquat, élégamment décoré. Donc voilà, on a un grand nombre de prêteurs, des prêteurs aussi, je dirais, plus classiques, comme le Musée des Arts Décoratifs, qui avait un prêteur exceptionnel aussi pour l'exposition, qui nous ont permis de compléter, je dirais, le panorama de ce que nous pouvions avoir nous-mêmes en collection. Il fallait également, ces objets, pouvoir les remettre en contexte. Donc au niveau de l'iconographie de l'exposition, c'est vraiment posé beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'allions pas présenter que des céramiques dans cette exposition, il fallait aussi qu'il y ait des tableaux, qu'il y ait des arts graphiques. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire voir les repas avec un certain nombre de personnages, voir la manière différente dont les gens sont vêtus, les manières de table qui peuvent être ainsi perçues de manière implicite par le visiteur. Et puis on a aussi parfois des représentations des mets qui sont consommés à telle ou telle époque. Donc il fallait que ce soit quand même parlant assez facilement pour les visiteurs. Donc, c'est le cas par exemple de ce petit tableau qui nous est prêté par le Musée national de la Renaissance Château des Courants, d'après Abraham Boss. Donc c'est une œuvre du XVIIe siècle, avec des femmes qui sont à table en l'absence de leur mari et qui font bonne chère, et elles sont en train de déguster une dinde. Donc il y a un petit poème qui accompagne la gravure d'Abraham Boss en disant que voilà, elle savoure le croupion de cette poule d'Inde. On a pu aussi s'appuyer sur notre fonds propre. En fait, les gens ne le savent pas forcément, mais dans les collections de la manufacture, on a le fonds d'atelier du peintre François Desportes, et on a des esquisses préparatoires parfois. Donc pour un tableau notamment qui ici, l'original, en fait, ornait le château de Choisy, donc château Louis XV, vivait en gentilhomme, cuisinait, recevait ses amis, et pour décorer la salle à manger, on avait notamment cette représentation d'un dressoir où on voit justement des fruits qui sont dressés en pyramide, donc un pâté en croûte également, un jambon. Donc là aussi, ça permettait de donner un peu corps à notre propos. Et au niveau de la scénographie, ce qui était très important aussi pour nous, c'était d'agrandir finalement certaines images pour qu'un certain nombre de personnages accueillent les visiteurs et que l'entrée dans telle ou telle période soit finalement assez aussi implicite. Et ça permettait aussi de mettre en scène les objets, parce que nous ne voulions pas forcément reconstituer des tables quand ce n'était pas possible d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire quelque chose de trop fantaisiste.
Il y a des périodes pour lesquelles on a beaucoup d'objets. Pour le XVIIIe siècle, c'est assez facile de dresser une table du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Par contre, pour le Moyen-Âge ou la Renaissance, les choses se corsent parce que concrètement, il y a très peu d'objets en bon état qui sont conservés en France, hein, dans les collections publiques. En ce qui concerne en plus l'orfèvrerie, eh bien souvent ce sont des objets qui ont été fondus. Ça se recycle très facilement. Donc, peu importe les périodes, on a toujours très peu, par exemple, d'objets en argent, de services en argent qui peuvent être présentés. Donc, on a eu aussi cette idée, en fait, voilà, de faire sortir un petit peu les tables d'un tableau. Donc, ce sont des images qui restent tout de même assez sobres. Hein. Vous voyez qu'elles sont souvent en noir et blanc et elles permettent d'intégrer le visiteur dans un univers. Il entre dans une ambiance générale, c'est qu'il est à la Renaissance, par exemple. Parfois, c'est aussi pour mettre en avant certains objets spécifiques, comme c'est le cas ici, pour évoquer les soupers intimes qui apparaissent au XVIIIe siècle, donc avec une estampe qui s'appelle le souper fin, et on voit en fait une petite desserte qui surgit de l'image, sur laquelle est posée ce qu'on appelle une verrière, donc c'est un rafraîchissoir à verre, une bouteille, et puis des assiettes. C'est pour mettre en évidence que, par exemple, ce milieu du XVIIIe siècle, la domesticité, finalement, les aristocrates veulent l'éloigner, veulent rester dans l'intimité pour pouvoir parler librement et veulent pouvoir se servir leur boisson tout seuls sans avoir l'aide d'un certain nombre de serviteurs. Voilà, après, encore un autre exemple. Au niveau de l'approche générale de l'exposition, très certainement, si on avait fait une exposition uniquement sur le XVIIIe et le XIXe siècle, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous, parce qu'il y a beaucoup plus d'objets qui sont conservés. Pour autant, ce genre d'exposition avait déjà été monté. Et c'était ce qui nous avait intéressé dans l'approche de Montréal, c'était de pouvoir dresser finalement une grande fresque chronologique à travers laquelle les visiteurs puissent vraiment percevoir très nettement les évolutions. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément toujours entrer profondément dans les détails, mais c'était vraiment très important pour nous, parce qu'on pensait que c'était effectivement plus aussi visuel pour le visiteur. Donc, on a voulu voilà, ce panorama, ce banquet des siècles. Donc, voici le menu finalement de l'exposition. À la manière de la structure du repas gastronomique, je dirais qu'on a un hors d'œuvre, hein, c'est la période de l'Antiquité romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, pendant lesquels finalement le repas en France ne se distingue pas de celui de nos voisins européens. Je dirais, dans les grandes lignes, on a une histoire commune, que ce soit au niveau des arts de la table ou au niveau culinaire. Par contre, effectivement, il y a véritablement une rupture au XVIIe siècle, au grand siècle, aussi bien d'un point de vue gastronomique qu'au niveau de la disposition des objets sur la table, on va dire, de la manière dont on va dresser le couvert. Et la France va devenir à ce moment-là un modèle finalement pour l'ensemble de l'Europe. Donc je dirais que l'entrée, c'est effectivement le grand siècle. Et puis on a de beaux plats de consistance qui sont, je dirais, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et on finit avec le XXe siècle. C'était pour nous la partie la plus difficile à traiter, la période 20e, 21e siècle, parce que quand on a vécu, on vit une période, on a l'impression qu'on comprend et qu'on connaît ces évolutions, alors qu'au contraire, je pense que c'est très difficile de prendre du recul. Il y a eu énormément plus de ruptures, de changements, il y a plein de modes, de tendances, donc c'était très difficile de s'y retrouver. Donc nous, on a pris le parti vraiment d'expliquer bien sûr l'évolution de la gastronomie, de parler de la nouvelle cuisine, par exemple, qui apparaît dans les années 1970, mais de rester sur notre axe, qui sont l'évolution des arts de la table, mais également mettre en avant la manufacture de Sèvres, et on a vraiment un sujet en or qui est quand même le lien entre Sèvres et la diplomatie de la table. Donc on a voulu finalement tirer ce fil conducteur à travers toute l'exposition et finir l'exposition sur cette thématique. Donc voici un petit peu quelques exemples. Vous voyez les festins du Moyen-Âge, ou bien par exemple ici la partie consacrée au XVIIe siècle, enfin un petit extrait. Ce qui était aussi assez subtil dans la préparation de cette exposition, c'était de parvenir à mêler histoire des arts de la table et histoire de la gastronomie française.
sachant que, effectivement, ni Viviane Weskin ni moi-même ne sommes spécialistes d'histoire de la gastronomie française. Donc, on a édité un catalogue scientifique en parallèle de l'exposition. On a été en contact avec un certain nombre de chercheurs, de spécialistes, d'historiens de la gastronomie, ce qui nous a permis, puis on a beaucoup lu aussi, ça nous a permis quand même de nous mettre à niveau et de mieux comprendre. Donc, même si, je dirais, l'exposition n'est pas uniquement sur ce sujet, c'était très important, parce que surtout pour nous, on savait que c'était vraiment ce qui permettait la remise en contexte des objets. Donc, d'où un équilibre un petit peu subtil. Donc, on a toujours pu, par exemple, pour montrer certains aliments, les mettre en avant, utiliser le fond d'atelier de Desportes, parce que, notamment pour une tapisserie, les tapisseries des Indes nouvelles qui ont été tissées, il avait créé des cartons, donc on a des esquisses à la manufacture, où il s'était entraîné à dessiner de peindre un certain nombre de fruits, de légumes qui venaient finalement d'Amérique, qui arrivent finalement à la Renaissance. Donc on a pu proposer ce tableau avec des tomates, on en a un autre avec des piments par exemple. On a bien sûr dû emprunter à d'autres institutions. Par exemple, ce menu des noces d'Henri IV avec Marie de Médicis, où on voit très bien en entrée un pot pourri d'une poule d'Inde, donc avec des petits légumes. Donc ça, c'était aussi important pour nous. Voilà, ça donnait aussi un petit peu de chair d'avoir ces exemples très concrets. Et puis effectivement, il y a des menus plus récents. Quand on aborde l'histoire des restaurants, on a voulu montrer des menus sur porcelaine qu'on utilisait dans le cadre intime, l'apparition du menu finalement dans un cadre privé au XIXe siècle, mais également toute la variété des menus de restaurants, de ces cartes qui vont être décorées de manière plus ou moins élaborée, puisqu'il y a toute une gamme de restaurants qui se mettent en place au XIXe siècle. Il nous fallait également, c'était important, c'était une belle découverte, je dois dire à titre personnel, moi ça m'a passionnée de me plonger dans les livres de cuisine des XVIIe et XVIIIe siècles. On a eu beaucoup recours parce que ça permettait à la fois, il y a énormément de plans de table, donc ça permettait vraiment de montrer comment on dresse la table, comment les objets que nous avons dans nos collections étaient placés sur la table. Alors parfois je dirais à la manière d'un jardin à la française. Et puis il y avait toutes ces recettes de cuisine, parfois des recettes ou parfois juste des listes de mets, mais je dirais tous plus poétiques les uns que les autres. Donc c'est ça qui était effectivement très, très intéressant pour nous. Il y a quelques livres plus récents de recettes de cuisine qui permettent aussi de retracer un petit peu l'évolution aussi de la cuisine française. Donc ça, c'est plus une collecte qu'on a fait à titre personnel auprès d'agents, parfois des agents de la Cité de la Céramique qui nous ont aidés, ou bien de notre famille. Quelques ustensiles, je dirais, de cuisine également viennent ponctuer le parcours. Par exemple, une sorbetière du XVIIIe siècle, parce qu'effectivement, nous, on présente dans l'exposition des glacières, qui sont ces petits, je dirais, ma collègue Viviane appelait ça des petits congélateurs portatifs qu'on mettait sur la table pour présenter en fait la neige d'artichaut, le fromage au chocolat glacé donc sur la table, mais c'était réalisé dans ce type d'objet, donc ce cylindre en étain qui était plongé dans un seau en bois qui contenait des glaçons et du sel. Ça permettait de faire descendre la température, par exemple, à moins 21 degrés. Donc là aussi, c'était, je dirais, ce sont des mets très luxueux qui sont eux-mêmes contenus dans des objets d'un raffinement suprême en porcelaine de Sèvres. Pour continuer en fait sur les aspects, je dirais, ces ponctuations un peu gastronomiques, on a repris quelque chose qui avait été mis en place dans l'exposition de Pantin-Caillard, c'était des sortes de petites pauses gourmandes, je dirais, des entremets, à la manière dans les repas au Moyen-Âge, on avait des entremets, des petits divertissements, mais là en fait on a voulu accentuer en fait, sur certaines thématiques, mettre en valeur certains condiments, je dirais, et les ustensiles qui se sont développés, les pièces de table qui se sont développées autour, par exemple, du sel, du sucre, des épices, mais aussi des boissons comme le vin, le champagne, qui sont... voilà. Le vin, c'est un aliment en France, le champagne, c'est symbole de fête, c'est impensable d'avoir un repas gastronomique, un repas de fête sans bulle. Et puis, la pâtisserie, parce que je pense que la pâtisserie française, au niveau du repas gastronomique et à l'étranger, c'est vraiment un symbole de notre pays, et c'est vraiment, je dirais, une création très spécifique qui se perfectionne, c'est quelque chose de très architectural, qui se raffine véritablement au XIXe siècle, et nous sommes véritablement les
les héritiers finalement de ce développement d'une pâtisserie aussi bien qualitative qu'artistique. Donc on a voulu mettre en avant avec des petites présentations, comme vous voyez ici, donc qui viennent ponctuer le parcours. On a en fait dans ces présentations des objets de différentes périodes qui peuvent être spécifiques. Donc, par exemple, ici pour le sucre, on s'intéresse aussi bien au mode de production, à l'utilisation et à la consommation. Vous voyez ici un moule à pain de sucre et des pains de sucre, parce que effectivement, je trouve que c'est très important pour les gens de comprendre que jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était ainsi qu'on achetait du sucre et pas du sucre en morceaux, et qu'il fallait le casser, qu'il fallait le broyer, qu'il fallait le tamiser pour obtenir du sucre en poudre. Et donc, eh bien, on utilisait forcément des saupoudreuses ou des pots à sucre. On a la chance en plus dans nos collections d'avoir un service qui s'appelle le service des arts industriels, où sont représentées un certain nombre d'opérations liées à la production des pains de sucre. Donc voilà, évidemment, on s'est servi dans notre fond. Et voici voilà, les saupoudreuses et les pots à sucre. Donc les saupoudreuses dont les formes sont héritées de l'orfèvrerie, inspirées par l'orfèvrerie, puis des petits pots à sucre en porcelaine de Sèvres, mais également un pot à sucre de Christophe. Et on a aussi voulu quand même accompagner ça d'une découverte sensorielle. Alors vous imaginez bien que les belles idées que nous avions avant l'apparition de l'épidémie du Covid-19, on a dû les restreindre très 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 fortement. Tout ce qui était tactile, utilisation de tablettes tactiles, tout ce qui était odeur, enfin, je sais pas, tout ça est tombé un petit peu à néant. Donc on a quand même voulu conserver notre espicier qui propose en fait alors de sentir peut-être un jour, on a gardé les petits trous dans le plexiglas, mais en tout cas de pouvoir voir certaines épices rares comme le massis ou la maniguette, parce que c'est vrai qu'on en parle, ce sont des épices qui étaient très utilisées par exemple au Moyen-Âge, à la Renaissance, mais concrètement on s'est dit que si on faisait qu'en parler, pour les gens ça restait quelque chose de purement virtuel. Donc c'est bien de montrer des boîtes à épices, c'est bien de montrer des mortiers pour broyer des épices, mais c'est important aussi de montrer les épices qui étaient utilisées à ces époques. Donc d'où cette petite création avec ces petits tiroirs qui racontent à chaque fois l'histoire d'une épice. Et puis, je dirais des présentations un peu plus classiques d'un point de vue muséal, par exemple ici autour du champagne, mais on a voulu rassembler alors, des objets caractéristiques, la forme de la première bouteille de champagne, mais aussi des objets un peu surprenants, par exemple les moussoirs des années 30, en fait, qui, contrairement à ce que leur nom indique, servaient à débuller le champagne, donc c'était d'un snobisme suprême dont on ne comprend pas très bien l'utilité. Et par exemple, au lieu d'avoir un seau à bouteille, cet objet en blanc que vous voyez, qui s'appelle la cave des frissons, qui est produit en porcelaine de Limoges, et en fait qui permet de conserver la bouteille de champagne au frais sous sa cloche en porcelaine. Donc voilà des objets un petit peu intrigants. On a été aidé dans notre l'élaboration de notre projet par un architecte scénographe qui s'appelle Jean-Paul Camargo et par son agence, l'agence Salus, et ils nous ont permis en fait de vraiment suivre, on voulait quelque chose d'assez élégant mais aussi d'assez théâtral, parce qu'on pense que voilà, une exposition, c'est une véritable expérience aussi bien, je dirais, intellectuelle que physique. Donc c'est une véritable promenade. Il y a des pauses, il y a beaucoup de bancs. On a voulu aussi que les gens puissent s'asseoir pour contempler aussi. Donc il y a vraiment cette expérience physique, cette déambulation. Et puis il faut qu'il y ait des surprises. Il faut qu'il y ait des moments en fait où voilà, on ne s'attend pas, on change d'univers en changeant aussi de période. Donc voilà, cette scénographie, elle a un but pédagogique, mais elle apporte aussi cette part de rêve en fait qui permet de comprendre les choses, je dirais, en un clin d'œil. Donc par exemple, ici, pour le XVIIe siècle, on voulait pouvoir évoquer le faste de la cour de Louis XIV. Malheureusement, impossible pour nous de dresser le grand couvert. Et impossible d'ailleurs pour beaucoup de musées de dresser le grand couvert, l'orfèvrerie ayant été en grande partie fondue ou des pièces similaires étant conservées à l'étranger. Par contre, on voulait montrer voilà, ce faste. Donc on a eu l'idée d'évoquer une collation dans les jardins de Versailles au XVIIe siècle. Donc les collations, c'est des sortes de goûters, des sortes de buffets garnis qui étaient proposés après une promenade dans le parc, à l'issue d'une pièce de théâtre, et où on proposait des pyramides de fruits, des confiseries. Donc, et dans le décor de ces collations, souvent, il y avait des dressoirs en orfèvrerie, où
également en faïence de Nevers. C'est le moment en fait où la faïence commence à arriver, alors ce n'est pas encore une assiette en faïence, pas un service en faïence, mais commence à arriver sur la table, notamment pour présenter les plateaux de fruits, etc. Ça vient du goût pour la porcelaine de Chine. C'est vraiment la porcelaine qui entraîne la vogue pour la faïence. Quand on ne peut pas avoir de porcelaine de Chine, on va fabriquer, je dirais en succédané, cette faïence, alors qu'il va être en décor bleu et blanc, mais également avec ces couleurs, je dirais, vert, jaune, qui se font très bien dans cet univers des jardins, qui sont produites par les faïenciers de Nevers, avec des commandes qui ont vraiment un historique versaillais, comme ce que vous voyez au premier plan. C'est une grande vasque rafraîchissoire. Toutes les pièces n'étaient pas utilitaires, comme les aiguières avec des anses dragons complètement fabuleuses, mais cette grande vasque rafraîchissoire, elle servait effectivement à mettre dans de l'eau glacée, des bouteilles de vin, d'eau de fleurs, esprit de céleri ou de girofle, que sais-je, qui étaient consommés à l'époque. Donc voilà, ça permet en tout cas voilà, de rentrer dans cet univers, d'avoir ce dressoir, et puis cette image extrêmement agrandi, hein, c'est inspiré d'une gravure de Lepôtre, où on est dans une fête, dans un bosquet versaillais. Idem pour les terrines, je vous ai déjà montré une pyramide de terrines. Alors, comme je suis conservatrice des faïences du XVIIIe siècle, j'ai énormément de terrines dans mes collections. Et je trouvais que ces terrines apparentées à des soupières, alors que nenni, ce ne sont pas des soupières, étaient vraiment les mal-aimées. On ne les regardait pas, c'était vraiment voilà, les soupières de grand-maman. Et voilà, c'était un peu la revanche de la terrine. Je voulais aussi pouvoir expliquer pourquoi, en fait, ces pièces de forme avaient eu tant d'importance au XVIIIe siècle. Et donc, je dirais qu'il fallait aller jusqu'au kitsch presque, il fallait vraiment en mettre en quantité pour que ce soit implicite, pour dire, voilà, c'est le grand moment de la terrine, c'est maintenant, c'est au XVIIIe siècle. Ça correspond aussi à l'apparition des services en faïence et en porcelaine, à cette diffusion des services en céramique, des services coordonnés, mais aussi avec des pièces totalement incroyables, comme ces trompe-l'œil, donc qui sont vraiment des pièces utilitaires en forme de hure de sanglier, de choux, de salade, de dindon, de faisan. Alors, c'est une mode qui vient d'Allemagne, mais là, on a des productions qui ont été mises au goût du jour en France par la manufacture Anong de Strasbourg, et ça va être copié par l'ensemble des manufactures de faïence. Donc voilà, c'était aussi ce genre d'idée que nous avions en tête. Les grandes images aussi, c'était pour nous important quand on ne pouvait pas forcément, je dirais, on ne pouvait pas emmener les gens dans un restaurant du 19e siècle, donc voilà, hélas. Donc l'idée c'était aussi d'avoir ces perspectives, ces jeux de perspectives, ces alignements, où en fait d'une section à l'autre, ils allaient deviner qu'on allait entrer au 19e siècle. Donc par exemple, entre le 18e et le 19e siècle, il y a cette grande image du restaurant, c'est les Trois Frères Provençaux, donc c'est l'un des premiers restaurants qui ouvre dans le quartier du Palais Royal, et effectivement les restaurants naissent à Paris dans les années 1760 et se développent véritablement au 19e siècle, donc voilà, ça nous permettait d'avoir ce genre de transition, donc c'est vrai qu'on a bien travaillé avec notre architecte scénographe pour créer voilà, ces jeux de perspectives. Par contre, effectivement, on a pour le XXe siècle, je dirais, des présentations beaucoup plus contemporaines que l'on a pu mettre en œuvre. On voulait évoquer la table comme ambassade. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on dresse une table en porcelaine de Sèvres telle qu'elle peut l'être aujourd'hui? Mais ce n'est pas parce que finalement on est dans une collection qui s'appelle à table qu'il faut forcément dresser des tables pour que le message soit compris, etc. Donc on s'est dit qu'on allait faire une sorte de map monde où on allait placer finalement ces assiettes en porcelaine de Sèvres qui sont utilisées dans les ambassades de France à l'étranger, qui sont utilisées encore pour le service intérieur de l'Élysée. Donc, par exemple, sur cette rosace, vous avez une assiette tout en haut qui est utilisée à l'ambassade de Rome, en bas, une assiette qui est utilisée à l'ambassade d'Helsinki, en Finlande, et sur votre gauche, sur cette carte où on voit l'Europe, on a deux assiettes en fait, qui proviennent du service qui a été offert en cadeau diplomatique en 1947 à la princesse Élisabeth lors de son mariage avec le prince Philippe. Donc, en tout cas, voilà, sur ce grand fond blanc, dessiner ces cartes, c'était aussi c'était une autre manière de présenter, je dirais, le rayonnement des arts de la table français via la manufacture de Sèvres, de manière, je dirais, un peu plus originale que de juste dresser une table, sachant que, bien sûr, il y a des tables dressées dans cette exposition. Donc, il y a des choix muséographiques, je dirais, qui ont été assez variés et adaptés à chaque période.
évidemment, bah oui, il y a des tables dressées, ça aurait été sinon tromperie sur la marchandise. Alors notamment pour l'Antiquité, il y a beaucoup de pièces qui sont conservées pour la période romaine. Tout d'abord parce que le banquet, par exemple le banquet funéraire, c'est quelque chose qui accompagnait le défunt, et les objets de table finalement accompagnaient le défunt dans la mort, dans la tombe. Donc ils sont généralement en très bon état. Par contre, comme pour toutes les périodes, l'argenterie est assez peu conservée. Par contre, il y a cette céramique de semi-luxe, la céramique sigillée, qui a été produite en quantité en France, que l'on peut montrer. Et puis le verre également, à partir du 1er siècle de notre ère, le verre soufflé, il y a une démocratisation finalement des objets en verre. Donc on pouvait dresser ce genre de table. Donc grâce à l'entrée du musée d'archéologie nationale, on a pu reconstituer un petit guéridon pour évoquer ce banquet romain. Et on avait la chance aussi d'avoir des huîtres qui nous permettaient d'évoquer la consommation des fruits de mer, puisque c'est à partir des Romains finalement qu'on va se délecter de ces fruits de mer, et ils nous accompagnent encore aujourd'hui pour nos réveillons, pour nos repas de fête. Ils nous ont aussi apporté la recette du foie gras, donc on leur doit beaucoup aux Romains. Et puis des tables dressées, on a essayé d'en créer une assez poétique, assez formidable avec nos collections. On a un magnifique, surtout en fait, en porcelaine de serre avec des biscuits de porcelaine. Donc ce sont les danseuses. Surtout, ça s'appelle le jeu de l'écharpe. Il a été produit en 1900 pour l'exposition universelle. C'est une collaboration de la manufacture de Sèvres avec un artiste qui s'appelle Agathon Léonard. Ces statuettes, en fait, qui composent un surtout, elles ont été déposées à l'Élysée. Les argentiers de l'Élysée s'en servent toujours pour dresser des tables dans des ambassades de France. Ça a été offert en cadeau diplomatique, par exemple, au tsar de Russie. C'est le premier objet Art Nouveau du musée de l'Ermitage. Donc voilà, c'est un objet fort, cet ensemble, et elles sont rarement présentées les 15 ensemble, ces 15 danseuses et musiciennes. Donc là, on a voulu évoquer une table époque Art Nouveau, telle qu'elle pouvait être dressée au Palais de l'Élysée avec des assiettes. C'est un service qui a été produit pour l'Élysée vers 1906, service dit Pimprenel, mais rebaptisé sous Valéry Giscard d'Estaing qui avait commandé du réassort pour la résidence de Marly, service aux fleurs de France, et on a tout un décor floral qui évoque de manière assez subtile les symboles républicains avec les couleurs en fait des couronnes de fleurs, et puis également quelques petites cocardes dissimulées dans ce décor. Donc ça fait partie, je dirais, des tables dressées qui produisent un effet surprenant pour le visiteur au détour d'un couloir. Pour le 18e, j'ai dit que c'était beaucoup plus facile de dresser, soit 19e, 18e, des tables. Donc on a voulu, nous, recréer une table un peu intime, une table à dessert, ce qu'on appelle au 17e et au 18e le service du fruit. C'était souvent les tables qui étaient les plus ornées pour ces repas gastronomiques, parce que, évidemment, c'est des pyramides de fruits, ce sont des compotes, ce sont des mets, je dirais, déjà très délicats et très élaborés qui sont proposés. Et finalement, les arts de la table, le service, accompagnent finalement le raffinement de ces mets, donc avec des éléments comme des compotiers que vous voyez ici, donc en forme de coquille, en forme carrée. C'est un service ici en porcelaine de Sèvres des années 1780, donc avec un décor floral très, très léger. Et vous voyez donc de part et d'autre des figurines qui composent le surtout, donc cet élément décoratif au centre de la table, des glacières, donc ces fameux petits récipients, donc ils sont en 3 parties. Il faut imaginer qu'il y a une première cuve, il y a une cuve intermédiaire et puis ce couvercle. Donc dans la première cuve, on venait placer aussi des glaçons, le mets glacé dans la cuve centrale, et dans le couvercle qui est lui-même creusé, on venait rajouter aussi des glaçons pour garder vraiment au frais le plus possible. Donc là aussi, voilà, ça permet en fait de rentrer dans un univers de très très grand raffinement. On a par contre effectivement des vitrines plus classiques, je dirais des présentations plus sobres, où il y a moins d'objets. Là, le visiteur, je dirais, il est moins entraîné dans une rêverie poétique, mais ça lui permet de se concentrer et d'observer vraiment le décor de chaque objet. Donc ici, c'est une vitrine assez symbolique sur le rayonnement de Sèvres en Europe au XVIIIe siècle, à travers l'exemple de certains cadeaux diplomatiques, comme le service offert par Louis XV à sa petite fille, la princesse des Asturies, ou par exemple ici vous voyez ce très grand surtout puis une petite assiette au-dessus, c'est le service commandé par l'impératrice Catherine II de Russie. Donc parce que là aussi, comme
l'exemple en fait, de cette porcelaine qui est utilisée à la cour de France, les autres souverains européens vont vouloir manger à la française de la même manière qu'ils veulent embaucher des cuisiniers français. On va vouloir bien dîner dans de la porcelaine de Sèvres. Je passe ici. Il y a des présentations aussi un petit peu plus ludiques, par exemple pour les couverts du XVIIIe siècle, avec ces livres de cuisine aussi du XVIIIe siècle, tels la cuisinière bourgeoise de Menon, par exemple. Donc j'ai un premier biais vers la démocratisation, je dirais, du repas gastronomique. Et donc on a la chance d'avoir des couverts, une collection comme ça de couverts, parce que les manches sont effectivement en porcelaine ou en faïence, ce qui explique qu'on les ait dans les collections du Musée national de céramique. Donc c'était voilà, une chance. Sinon, on a dû faire appel évidemment à des prêteurs comme Christophe, évidemment pour tous ces couverts, et pour montrer finalement l'hyperspécialisation et l'extravagance, je dirais, des ménagères du 19e siècle, avec la cuillère à compote, la cuillère à fraises, la fourchette coupe-melon, la fourchette à saucisson, la main à asperges. Voilà, c'est aussi très poétique. Et puis, c'est des choses, voilà, c'est l'idéal, je dirais, bourgeois du 19e siècle, il ne faut surtout pas toucher les aliments qui est ainsi présenté et dont nous sommes quelque part aussi, encore les héritiers, puisque on ne veut plus toucher avec nos mains, alors que la fourchette a mis beaucoup de temps à s'imposer sur nos tables. Voilà. Donc là, voilà, ça permet de présenter ces couverts, je dirais, en éventail, de manière assez légère, assez raffinée. C'est ce qu'on a pu choisir. Et voilà, après, par exemple, pour évoquer, on voulait évoquer Michelin, évidemment, on a inséré une carte. Ici, on a des contraintes aussi muséographiques qui nous sont propres. On a une énorme vitrine qui est une sorte de grand couloir, je dirais. Ça nous a servi en fait à retracer l'évolution, je dirais, de la transmission finalement du repas gastronomique français au XXe siècle. En accumulant finalement un certain nombre de livres de cuisine du XXe siècle et en présentant aussi dans cette grande vitrine, petite section consacrée, je dirais, aux gastronomes en culotte courte, c'est-à-dire comment on transmet aussi aux enfants le repas gastronomique. Alors on a un menu, par exemple, des années 30 écrit par un enfant, qui est un menu de Pâques qui est absolument mignon. On a évidemment les petites dînettes. On va avoir aussi des services pour enfants en porcelaine de Limoges, alors un service dédié à une petite Ginette par exemple. On a aussi évidemment des livres de cuisine dédiés aux enfants, donc on a voulu aussi qu'il y ait ce type d'objet qui soit présent dans nos collections sans forcément, voilà, ça peut côtoyer de la porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle. Et évidemment des espaces contemporains qui eux vont pour la partie consacrée au XXe et au XXIe siècle, une muséographie, je dirais, aussi plus contemporaine. Ici, finalement, sur l'évolution des arts de la table, avec, je dirais, effectivement, un grand vent de liberté, on l'a appelé cette section ainsi, avec des créations beaucoup plus libres, plus épurées parfois, mais vraiment des innovations artistiques dans les assiettes qui vont être produites, parfois des objets qui vont aussi être détournés de leur fonction première, des objets iconiques de la table, et puis ici une présentation des surtouts qui sont toujours proposés et produits à la manufacture de Sèvres, mais dans des surtouts très originaux qui s'apparentent à des sculptures, mais c'est quand même toujours dans l'ADN de la manufacture, donc d'avoir ces grands centres de table extrêmement décoratifs, mais qui s'adaptent véritablement au goût du jour. Donc vous avez le service Archipel d'Adine André, derrière d'Andrea Boranzi, Louis XXI, porcelaine humaine, avec une sorte de verre à la Dali qui semble surgir et s'élever. Et on finit avec un accrochage assez spectaculaire du service qui a été produit pour l'Élysée à partir de 2017, ce service bleu Élysée qui a effectivement fait couler beaucoup d'encre. C'est une œuvre en fait d'un artiste qui s'appelle Évariste Richer et il y a 1500 assiettes qui doivent être produites et qui vont être déposées en fait à l'Élysée pour servir lors des dîners d'État, donc quand il y a au moins 300 convives. Donc pourquoi autant d'assiettes? Puisque vous imaginez, il faut 300 assiettes pour assiette de présentation, 300 pour l'entrée, 300 pour le plat de résistance, 300 pour le dessert, et vous avez les petites assiettes à pain qui viennent compléter. Alors, ça représente quoi ces assiettes? En fait, Évariste Richer s'est inspiré du plan de l'Élysée en 1913,
Et il a un peu, je dirais, pixelisé ce plan. Chaque assiette est un petit pixel et les invités, les hôtes, en fait, ont chacun voilà, une assiette différente et ils essaient de se retrouver sur le plan. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de très intelligent, de très raffiné, parce que ça rappelle aussi ces grands services encyclopédiques qui étaient produits à la manufacture de Sèvres au XIXe siècle et qui équipent encore un certain nombre de ministères, comme le ministère des Affaires étrangères, avec le service des départements, avec ces décors qui finalement suscitaient la conversation, l'interrogation des convives. Et c'est ça aussi le rôle des arts de la table et des assiettes produites par la manufacture de Sèvres, c'est de décorer la table avant même qu'on ne mange et de commencer à, je dirais, à faire fondre la glace entre les convives et apporter déjà un certain moment de convivialité. Donc là, il y a un côté effectivement déjà ludique dans ce service. Et on a pu effectivement le présenter, non pas dans son intégralité, pas de 300 pièces, on a fait une sélection de 92 et ça représente le perron de l'Élysée, mais qui sont ici comme en suspension, en fait, à la manière d'une fraise. Donc c'était aussi voilà, une manière, je dirais, un petit peu originale de présenter ce service auquel les visiteurs ne s'attendent pas forcément. Et puis, petit clin d'œil, on avait sélectionné en fait des couverts d'une artiste qui s'appelle Charlotte Beauregard, qui est designer. Et ce sont des couverts en fait extra longs qui permettent de nourrir son voisin de table. Donc à un moment, il faut respecter les gestes barrières. On trouvait que c'était un clin d'œil un petit peu amusant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que voilà, vous avez pu comprendre un petit peu tous les défis qu'on a dû relever pour cette exposition. L'un qui n'était pas des moindres était de travailler pendant de nombreuses périodes de confinement et d'ouvrir une exposition en période de confinement également. Donc voilà, on espère que dès que possible, nous pourrons accueillir nos visiteurs. Chère Anaïs Boucher, merci beaucoup. Enfin, en tout cas, on peut le dire, et pardonnez-moi cette expression, mais vous avez vraiment mis de l'eau à la bouche. Donc on a évidemment, pour plein de raisons, hâte de pouvoir in situ découvrir, faire ce parcours, aller effectivement de cette antiquité à ces clins d'œil prémonitoires dont on se passera. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, les fourchettes qui sont présentées là pourront être raccourcies et qu'on sera de plus en plus proche jusqu'à respecter quand même un peu de tenue évidemment entre nous. On a probablement une ou deux questions. Moi j'en ai une parce que ça m'a toujours un petit peu travaillé sur l'histoire des terrines sous pierre. Alors on va appeler terrines. Je trouve ça toujours assez fascinant, extraordinairement kitsch souvent. Et je voulais être certain, ou au contraire, est-ce que la terrine en forme de hure de sanglier comporte nécessairement des viandes et des viandes de sanglier? Est-ce que c'est en forme de faisan comporte, ou celle de chou comporte chou, ou justement, peut-être que la réponse est dans ma question, mais dites-nous ce qu'on peut trouver à l'intérieur, et est-ce qu'on joue sur ce trompe-l'œil dont vous avez parlé? Il y a des chances quand même pour que, je dirais, le contenant évoque le contenu. Mais nous n'avons pas de preuves formelles, enfin, il n'y a pas forcément d'écrit sur le sujet. Après, on sait aussi que ce sont vraiment des objets qui sont utilisés sans doute pour des repas de chasse, en fait. Au début de la saison de la chasse, à l'automne, on a retrouvé deux ensembles en fait, assez importants, alors non pas en France, mais en Allemagne, dans le palais de la Clemenswerth. C'était Clement August qui avait une résidence, un relais de chasse, et dans les cuisines, en fait, jusqu'au début du XXe siècle, on avait toute cette panoplie qui était conservée, également au château de la Favorite à Rastatt, où on a un ensemble conséquent. Donc ce sont vraiment des pièces qui ne sont pas que décoratives, qui sont utilisées, parce qu'en plus, ils avaient une grande quantité de ces terrines trompe-l'œil dans leur cuisine. Donc, sans doute quand même que la hure de sanglier devait contenir du gibier parce qu'on devait célébrer le fait qu'on avait tué peut-être le premier gibier de l'année, et donc ça contenait des viandes braisées, des ragoûts en sauce. Ça me permet de rejeter
la différence un peu entre terrine et pot-à-œil, pourquoi je dis que ce ne sont pas des soupières, effectivement, c'est que même quand on parle d'un potage à l'époque, c'est ce qui est cuit dans un pot, et en fait, ce n'est pas liquide, en fait. Donc, on va avoir des légumes qui vont être cuisinés et qui ne sont pas non plus recouverts de sauce. Il ne faut pas imaginer ça. Au 18e, la sauce, on vient la napper à la base du plat et elle ne recouvre pas. Donc la différence entre terrine et pot-à-œil, généralement, c'est la forme. La terrine est plutôt allongée, le pot-à-œil est plutôt circulaire. Après, est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce qui est cuit dans un pot, ce qui est braisé, qui après va être mis? Je dirais qu'on sent d'ailleurs que les différences ont tendance à se fondre au fur et à mesure du temps. Et on trouve en tout cas beaucoup plus de terrine que de pot-à-œil. Et elles étaient disposées, on voit qu'elles sont assez grandioses, qu'elles soient en forme de trompe-l'œil ou bien terrine type rocaille, je dirais. Elles sont éminemment décoratives, donc en fait, elles sont disposées de manière symétrique de part et d'autre surtout l'élément central décoratif. Donc on avait deux terrines, deux pot-à-œil, donc voilà, qui se... Merci beaucoup. J'avais en tête aussi quelqu'un que Marc Bayard connaît également, qui était Emmanuel Giraud, qui, lors de sa résidence, c'était pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, de mémoire avait proposé une réinterprétation du repas Trimalchion, et qui, notamment, proposait du poisson dans des contenants qui étaient plutôt des contenants à tête de... hure de sanglier, donc avec ce choc qu'on pouvait avoir. Je pense que c'est tout à fait possible au XVIIIe siècle, parce qu'en plus ils aiment bien aussi les mélanges terre-mer, ils aiment les surprises, les attrapes, comme vous l'avez vu, et on a aussi des terrines, ce qui est assez intéressant, par exemple à Marseille, avec des décors de poissons, des prises en forme de poissons, et aussi on a du poisson et on a du gibier aussi, donc voilà, donc on se dit que ça pouvait contenir l'un ou l'autre, sachant que de toute façon, il ne faut pas oublier qu'on est dans des périodes où il y a les jours gras et les jours maigres, et finalement il y a beaucoup de jours maigres dans l'année, c'est-à-dire des jours où on ne consomme pas de viande. Ça ne veut pas dire que, d'un point de vue calorique, c'est maigre. Pas du tout, mais ça implique effectivement qu'on consomme beaucoup de poissons, donc voilà, c'est terrine, il faut très très bien contenir des surprises, et on a des recettes d'ailleurs où on dit qu'on veut transformer, je sais pas, telle viande à la manière, je sais pas, d'un poisson, ou bien tel poisson à la manière d'un jambon, telle glace en forme de jambon, donc il y a des jeux pour les apparences, donc je pense qu'on n'est pas forcément toujours très loin des présentations, je dirais, du festin de Trimalcion. On n'est pas chez Fellini, mais dans le véritable Trimalcion de Pétrone, en tout cas, c'est tout à fait possible. Oui, merci beaucoup pour votre revanche de la terrine. Je retiens que ça. Il en faut toujours dans une période de victimisation. Là, la terrine étant victime, c'est la revanche, c'est super. Mais plaisanterie mise à part, d'abord une remarque et puis une question. Une remarque historique et historiographique. Merci de refaire de la périodisation, puisque l'histoire de l'art a depuis 30 ans abandonné cette question de la pédagogie historique, et je trouve ça enfin de se dire que face à une approche thématique, remettre de la périodisation, qui est toujours une forme de simplification, mais qui permet vraiment de transmettre et pas simplement rentrer dans des discours de spécialistes qui intéressent finalement le plus grand monde. Donc là, je pense que j'ai vraiment hâte d'y retourner, d'aller voir l'exposition, pour que d'un point de vue historiographique, peut-être que vous initiez un mouvement d'un retour de cette pédagogie de l'art et là de la gastronomie. Mais sinon, j'avais plutôt une question. J'ai beaucoup aimé la fin, quand vous faites la comparaison entre décorer et déclencher. C'est-à-dire l'art décoratif qui déclenche du texte, qui déclenche du mot, qui déclenche de la littérature. Et donc du coup, ma question, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais est-ce qu'il y a, à quel moment apparaît la littérature critique par rapport au développement des arts de la table? En gros, ma question, c'est est-ce qu'il y a d'abord un art de la table, puis un discours critique qui va naître, ou est-ce que c'est en même temps, c'est-à-dire à la fin 18e, début 19e, voilà, est-ce que... Il y a d'abord un art de la table, ça c'est évident. Et par contre, je dirais que le discours critique, en fait, il est lié aussi au discours critique sur la gastronomie.
En fait, pour moi, en fait, je n'ai pas non plus une connaissance exhaustive des choses, mais par exemple, dans l'Almanach des gourmands de Grimaud de la Reynière, c'est effectivement très intéressant de voir qu'il s'intéresse effectivement à la source des produits, tous les bons marchands, les bons traiteurs, il faut aller s'approvisionner. On a des évaluations des restaurants parisiens et on a aussi une évaluation de tous les magasins où on peut s'approvisionner en bonne vaisselle, et notamment il évalue la manufacture de Sèvres, et c'est très intéressant parce que l'Almanach des gourmands est publié, je dirais, juste après, pendant encore les mouvements de la Révolution française, donc un moment où la manufacture est quand même dans une passe difficile, et il souligne d'ailleurs, par exemple, qu'on est encore capable de produire des services de qualité très raffinée. Donc je pense que cette critique, cette évaluation des arts de la table, d'un point de vue vraiment purement littéraire, ou historique, on l'a vraiment à fin 18e, début du 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne parle pas forcément, mais même, je dirais, vous savez, pour tous par exemple les manufactures de faïence, les sources que l'on a, il n'y a que quelques manufactures finalement où on a des archives qui nous renseignent. Par exemple, pour la manufacture Anon de Strasbourg, c'est très bien connu. Des manufactures marseillaises comme la Veuve Perrin, on a aussi pas mal d'informations, mais il y a des manufactures pour lesquelles, hélas, on a perdu, par exemple, tout le processus de commande, comment ça se passait, qui commandait, où est-ce que c'était vendu, par qui. Et donc, on se rend compte que ça passe beaucoup par le bouche à oreille aussi, parfois par des foires, on a des représentants, mais c'est un peu difficile, oui, de se dire quel était le jugement que portaient les contemporains sur tel ou tel service de la table qui était à la mode et qu'ils voulaient acquérir. Merci. Oui, donc en fait, l'émergence d'un discours des arts de la table s'autonomise que assez tardivement, plutôt 19e, 20e, oui, a priori. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais je suis c'est même pas sûr qu'il y ait une réponse que ça me donne, d'après ce que j'ai vu. Question. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment intéressant et ça m'a donné aussi très envie de courir à l'exposition dès sa réouverture. Moi, j'avais une question sur le tournant grand siècle dont vous nous avez parlé. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on passe d'un banquet à un service à table, à un dîner assis? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tous ces couverts qu'on peut retrouver à table? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'instaure? Et voilà, quelle évolution dans la manière de présenter, de servir et de déguster? Alors, le XVIIe siècle, c'est un tournant, je dirais déjà gastronomique, parce qu'effectivement, la France, contrairement au reste des pays européens, abandonne progressivement l'utilisation massive des épices exotiques pour se tourner vers les saveurs, on va dire, du bouquet garni, ce qu'ils appellent le paquet. Et puis, un fondamental de la cuisine française, le beurre. Donc ça, c'est première étape. Et on n'aime pas du tout ce que font nos voisins. Hein. On a des récits, c'est assez terrible. On dit, oh, voilà. Donc, et au niveau des arts de la table, il y a le mouvement qui se produit, c'est qu'on va codifier en fait la manière de mettre la table, de dresser la table. Dans les ouvrages de cuisine, on voit des plans et on voit aussi des reconstitutions de tables. Et on se rend compte que ces tables, elles sont dressées, je dirais, à la manière d'un jardin à la française. Vous avez des parterres, je dirais, ce sont les plats. Et ces plats vont toujours être situés au même endroit. Et à chaque service, un plat va être remplacé par un autre plat, de la même forme. Donc ça veut dire qu'il faut avoir énormément de vaisselle. Donc c'est vraiment ça qui est important au XVIIe siècle. Alors ça va être de l'orfèvrerie, d'abord, des plats en argent, des plats en or, et puis petit à petit, ça va être remplacé par de la céramique qui va être jugée prestigieuse, faïence, porcelaine, qui vont arriver sur la table. Au niveau des couverts, il faut savoir qu'il y a de la domesticité qui est là pour prédécouper finalement, notamment les viandes. Depuis le Moyen-Âge, on a l'écuyer tranchant, mais je dis depuis le Moyen-Âge, en fait, ça existait déjà en fait, pendant l'Antiquité romaine, donc, qui prédécoupait la viande et on mangeait beaucoup avec les mains. On utilisait quand même des cuillères pour tout ce qui était liquide, mais on n'avait pas effectivement de fourchette, et cette fourchette, elle apparaît un peu mythique, on dit c'est Catherine de Médicis qui la ramène d'Italie, non, ça c'est la légende, voilà. Ce n'est pas vrai du tout. C'est sûr que c'était peut-être plus utilisé en Italie qu'en France à la Renaissance, mais des fourchettes, on en trouve déjà au Moyen-Âge, on en trouve dans l'Antiquité. C'était plutôt fait pour amener un aliment du plat jusque devant soi,
mais pas forcément pour le porter à sa bouche. Et donc, même au XVIIe siècle, c'est encore jugé une excentricité d'utiliser une fourchette. Par exemple, Louis XIV n'utilise pas sa fourchette. Ses petits-enfants, en fait, sont éduqués de telle manière qu'ils savent manier la fourchette, mais lui refuse de s'en servir et refuse que ses petits-enfants l'utilisent avec lui lorsqu'il mange avec lui. Donc, et les couteaux qu'on peut avoir, par exemple, sur la table, par exemple à la Renaissance, sont faits en fait pour aller piquer l'aliment et le porter dans son assiette, ou pour peler par exemple un fruit, mais ce ne sont pas des couteaux comme ce qu'on a aujourd'hui, nos couteaux de table. Donc il faut vraiment attendre, je dirais, le milieu du XVIIIe siècle pour avoir finalement les couverts, je dirais, la trilogie de la fourchette, du couteau et de la cuillère, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a un rôle très important que vous dites jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, c'est le rôle du pain, puisqu'en fait, on porte tout sur le pain, et c'est le pain qui est porté alors des mets, des autres, et qui sont ensuite portés à la bouche. C'est juste, comme vous dites, un moyen de transition, le couteau. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il se situe, le couteau se situe à droite, parce que c'est de la droite qu'on va les piquer, qu'on va les prendre et qu'on va l'amener dans l'assiette. Des fois, on peut s'aider de la gauche pour... Voilà. Et assiette, justement, en fait, ce qu'on montre aussi assez bien dans l'exposition, c'est qu'effectivement, pourquoi on n'a pas de table dressée pour le Moyen-Âge aussi à la Renaissance, c'est aussi parce qu'il y a assez peu d'éléments sur la table, en fait. Il y a assez peu de pièces sur la table, parce qu'on a au Moyen-Âge le tailloir qui vient recevoir le tranchoir, cette fameuse tranche de pain dont vous venez de parler, et à la Renaissance apparaissent effectivement des assiettes vraiment dédiées, mais je dirais que les tables sont fastueuses par les quantités de nourriture qui vont arriver sur la table, mais la forme finalement des assiettes ou des plats reste assez simple. C'est le matériau qui est prestigieux parce qu'on va avoir de l'or ou de l'argent, mais on n'a pas, je dirais, l'extravagance ou la fantaisie que l'on peut avoir au XVIIIe siècle, et puis tous ces décors et ces formes aussi qui apparaissent encore au XVIIIe, XIXe, XXe siècle. C'est finalement des tables qui sont fastueuses, je dirais, par la quantité et par le matériau, mais finalement relativement sobres par rapport à ce qu'on a pu connaître à certaines périodes. J'aurais peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a une évolution en même temps, en simultané, des arts de la terre, du fer et du verre, c'est-à-dire l'art de la céramique, porcelaine, l'art du bronze, de l'argenterie et l'art de la verrerie? Est-ce que les motifs et les objets évoluent en même temps, ou est-ce qu'il y a de légers... C'est pas évident comme question, parce que ça peut être des subtilités de quelques années près. Non, en fait, c'est très intéressant, parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour le verre, déjà, il y avait très peu, en fait, il y a une évolution des formes de verre, mais je dirais que c'est assez indépendant, effectivement, je dirais, jusqu'au XIXe siècle, de l'évolution, par exemple, de l'assiette, des autres services, parce que ces verres, tout simplement, ne sont pas sur la table. On a des domestiques qui vous apportent votre verre. Le verre, en fait, ensuite, il est rincé, et c'est un verre qui est partagé entre les convives. Donc, ils ne viennent pas décorer la table, ces verres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des verres magnifiques, fabriqués à Venise, façon de Venise. On a des verres splendides. Mais on ne va pas avoir, par exemple, de verre à vin, de verre à eau, vin blanc, vin rouge. Tout ceci n'existe pas. La flûte à champagne. On n'a pas de spécialisation. Et c'est vraiment à partir du 19e siècle, au moment où on passe au service à la russe, où en fait les verres vont arriver sur la table, et on va avoir cette forêt finalement de verres. Et alors là, il va falloir qu'ils dialoguent avec l'assiette qui est devant eux. Et forcément, on va avoir des décors que l'on va pouvoir retrouver. Sur la table, par exemple, qu'on a dressée type 1900 là, avec les danseuses, on a mis un service de verre de Saint-Louis, de la même époque, massené, et on retrouve, en fait, on a un décor floral qui est en or, qu'on retrouve sur les assiettes, et qu'on retrouve aussi, par exemple, sur le socle des statuettes féminines. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je dirais qu'on a une évolution conjointe et un dialogue, effectivement, assez intéressant. Qui a trait à la scénographie, puisque pour l'instant on est un peu frustré. Il y a presque tous les sens sont sollicités, hein, par définition. Là, vous nous avez expliqué cette difficulté face aux épices. Donc, tout simplement, est-ce qu'il y a du son
le son est aussi très présent. Est-ce qu'il y a du son dans l'expo? C'était un de nos souhaits au départ. Pour des raisons techniques, on ne l'a pas fait. On aurait voulu que le visiteur soit accueilli par des bruits de fourchettes, etc., de conversation. Donc, vous l'entendrez dans le petit teaser de l'exposition, on a pu le mettre. On a juste un moment en fait, où on a une vidéo qui tourne, on a une douche sonore, une petite vidéo qu'on a repris d'ailleurs de l'exposition Je mange donc je suis au Musée de l'Homme sur justement la gastrodiplomatie. Mais hélas, non. Et c'est vrai que ça, je dirais que c'est un petit regret parce que j'aurais aimé aussi parfois qu'il y ait des musiques qui accompagnent certaines périodes parce que ces repas conviviaux, ce sont de véritables spectacles en fait. Le décor de la table, les mets, la manière dont ils sont organisés, une sorte d'architecture culinaire. Et puis, on a effectivement aussi toute une ambiance musicale souvent à côté. Donc ça, on aurait aimé le faire, mais malheureusement, je suis désolée. Il faudra vous contenter des porcelaines. N'en doutons pas, ce sera le début d'une grande série d'expositions sur les arts de la table, le repas et cette culture française à laquelle on est tous si attachés. Merci beaucoup Anaïs Boucher, merci de cette très jolie et éclairante communication. À très bientôt et souhaitons effectivement qu'on puisse être accueillis par vous, j'en doute pas, dès que possible. À l'expo. Nous trépignons d'impatience. Donc merci beaucoup à vous pour votre accueil et votre attention.